La cicatrice de l'étoile. C'est ce que le mari d'Abigail lui a dit le jour où elle a osé rêver à voix haute. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette femme qui l'humiliait chaque jour allait devenir l'une des chirurgiennes les plus respectées de toute l'Afrique de l'Ouest. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Appuie sur le bouton Côte 1, active la cloche de notification et laisse un like. Cette histoire va te donner des frissons. Abigail Mensah est née à Koumassi, au Ghana, mais elle a grandi à Douala, au Cameroun, où son père, un mécanicien originaire du quartier Bonabéry, avait installé son petit atelier. Sa mère, Grace, vendait des beignets haricots au marché de Sandaga. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux. Abigail avait 6 ans quand l'accident est arrivé. Un soir de décembre, la bouteille de gaz de la cuisine a explosé. Grace a eu le réflexe de pousser ses 2 enfants hors de la pièce. Le petit frère d'Abigail, Kofi, est sorti indemne. Mais Abigail, elle, a reçu une projection de métal brûlant sur le côté gauche du visage, du front jusqu'à la mâchoire. La cicatrice était profonde, épaisse, violacée. Grace a pleuré pendant des semaines. Elle a emmené sa fille chez tous les guérisseurs, tous les dermatologues que leur maigre budget permettait. Un homme, à Bonabéry, leur a vendu une pommade au beurre de karité et à l'huile de palme. Un autre, à Akwa, a prié pendant 2 heures en posant ses mains sur le visage de la petite. Un dermatologue, au centre hospitalier, a prescrit une crème importée qui coûtait 25 000 francs le tube. Grace a payé. 3 tubes. Rien n'a changé. La cicatrice est restée. Et avec elle, les regards, les murmures, les doigts pointés dans la cour de l'école. À l'école primaire de Bonabéry, les enfants l'avaient surnommée « visage coupé ». Le surnom la suivait partout, dans la cour de récréation, à la cantine, dans les rangs pour entrer en classe. Un garçon nommé Fabrice, le fils du directeur adjoint, était le pire. Il passait devant Abigail chaque matin et faisait semblant de vomir. « Burk, cache-toi, tu fais peur aux gens !» Les autres enfants riaient. Et les professeurs ne disaient rien. Certains même détournaient le regard quand Abigail était seule dans un coin pendant la récréation. Un jour, en classe de CE2, la maîtresse a demandé aux élèves de dessiner leur portrait. Quand Abigail a rendu le sien, la maîtresse l'a regardé, a hésité, puis a dit. Abigail avait dessiné son visage sans la cicatrice. C'était le seul endroit où elle pouvait être quelqu'un d'autre. « Maman, pourquoi les enfants disent que je suis un monstre ?» a demandé Abigail un soir, les yeux gonflés de larmes. Grace a pris le visage de sa fille entre ses 2 mains. Elle a embrassé la cicatrice, doucement, comme on embrasse quelque chose de sacré. Cette marque, c'est la preuve que tu as survécu. Un jour, tu comprendras que c'est ta force, pas ta faiblesse. Abigail n'a pas compris ce soir-là. Mais elle a gardé ces mots dans un coin de son cœur. Et elle s'est accrochée à ses études comme à une bouée de sauvetage. À 15 ans, elle était première de sa classe au lycée de Bonabéry. À 18 ans, elle a décroché une bourse pour étudier la médecine à l'université de Yaoundé 1. Son rêve ? Devenir chirurgienne plasticienne. Réparer les visages brisés. Donner aux autres ce qu'elle n'avait jamais pu avoir. Une peau lisse. C'est à Yaoundé qu'elle a rencontré Eric Fotso. Eric était beau, grand, la peau sombre et luisante, un sourire qui illuminait toute la pièce. Il étudiait le droit à la même université. Quand il a vu Abigail pour la première fois à la bibliothèque, il ne l'a pas regardée avec pitié. Il ne l'a pas regardée avec dégoût. Il l'a regardée avec intérêt. « Tu lis quoi ?»
a-t-il demandé en s'asseyant en face d'elle. Abigail a levé la couverture de son livre. Anatomie chirurgicale de la face et du cou. Tu veux être chirurgienne ? Oui. Avec ce regard-là, tu vas réussir, j'en suis sûre. Abigail a souri. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un voyait autre chose que sa cicatrice. Ils se sont fréquentés pendant 2 ans. Eric était attentionné. Il lui apportait du jus de gingembre quand elle révisait tard. Il l'appelait « ma lionne ». Il disait que sa cicatrice la rendait unique, inoubliable. Abigail, qui n'avait jamais connu l'amour, a bu chacune de ses paroles comme de l'eau fraîche en saison sèche. Ils se sont mariés un samedi de mars, à l'église presbytérienne de Bastos. Abigail avait 24 ans, Eric 26. La mère d'Eric, maman Célestine, n'a pas souri une seule fois pendant la cérémonie. Quand Abigail est venue la saluer après l'échange des vœux, elle l'a regardée de haut en bas et a dit, assez fort pour que les voisines entendent, « Mon fils méritait mieux, mais Dieu sait ce qu'il fait. » Abigail a serré les dents. Elle a souri. Elle s'est dit que l'amour d'Eric suffirait. Mais ce qu'Abigail ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. Les premières années, tout allait à peu près. Abigail terminait son internat en chirurgie à l'hôpital central de Yaoundé. Elle travaillait 70 heures par semaine. Elle gagnait un salaire modeste, 300 000 francs CFA par mois. Mais elle gérait tout. Tout. Le loyer de leur appartement à Mvanne, 120 000 francs. L'électricité, 35 000. L'eau, 15 000. La nourriture, 80 000. Le crédit de la Toyota Corolla qu'Eric conduisait chaque jour, 75 000 par mois. Eric, lui, avait ouvert un cabinet d'avocats qui ne décollait pas. Les clients étaient rares, les honoraires impayés. Mais Eric ne s'inquiétait pas. Pourquoi s'inquiéter quand sa femme payait tout ? Quat 13, disait-il chaque fois qu'Abigail posait la question. Mon cabinet va percer. Donne-moi encore 6 mois. 6 mois sont devenus 1 an. 1 an est devenu 3 ans. 3 ans sont devenus 5 ans. En 5 ans, Abigail a payé 12 millions de francs CFA de loyer, 7 millions de charges, 4 500 000 pour la voiture qu'Eric conduisait. Et pas une seule fois, Eric n'a dit merci. Pas une seule fois. Il y avait plus. Abigail payait aussi les cadeaux que maman Célestine exigeait pour chaque fête. Noël, anniversaire, fête des mères. 50 000 ici, 100 000 là. Elle payait les cotisations de la tontine familiale des Fotso, 25 000 par mois. Elle envoyait de l'argent au petit frère d'Eric, Rodrigue, qui étudiait à Djang et qui envoyait des messages tous les 15 jours. « Grande sœur, je n'ai plus de quoi manger. » Abigail envoyait toujours. 30 000, 50 000. Quand les amis d'Eric venaient à la maison, et ils venaient souvent le week-end pour boire de la bière et regarder le football, c'est Abigail qui faisait les courses, qui cuisinait le poisson braisé et le plantain, qui nettoyait après leur départ à 2 heures du matin, les pieds douloureux, le ventre lourd. Et quand elle s'asseyait enfin, épuisée, Eric lui disait depuis le salon. Abigail se levait, et elle apportait la bière. Chaque mois, elle regardait son relevé bancaire et sentait un vertige. Son salaire disparaissait comme l'eau dans le sable. Elle avait un diplôme de médecine, elle sauvait des vies, et pourtant, à la fin du mois, il ne lui restait rien. Quand Abigail est tombée enceinte de leur premier enfant, elle a continué à travailler jusqu'au 8e mois. Elle opérait debout, les pieds enflés, le dos en feu. Un soir, elle est rentrée épuisée, les mains tremblantes.
Elle avait passé 8 heures au bloc opératoire pour reconstruire le visage d'un enfant brûlé. Eric était allongé sur le canapé, devant Canal+, une bière à la main. « Y a quoi à manger ?» a-t-il demandé, sans lever les yeux. Abigail a posé son sac. Elle a regardé son mari. Elle a senti quelque chose se fissurer à l'intérieur, comme une vitre qu'on frappe trop fort. Mais elle n'a rien dit. Elle est allée dans la cuisine et elle a cuisiné. Leur fille, Amara, est née en août. 7 jours après l'accouchement par césarienne, Abigail était debout. Elle faisait la lessive. Elle préparait les repas. Eric n'a pas changé une seule couche. « Quoi de 18 ?» disait-il quand elle lui demandait de l'aide. Maman Célestine venait chaque week-end, non pas pour aider, mais pour critiquer. « Abigail, cette sauce est trop salée. »« Abigail, pourquoi l'enfant pleure comme ça? Tu ne sais pas t'en occuper ?»« Abigail, tu devrais mettre du fond de teint sur ta marque. Au moins quand tu reçois des invités, c'est gênant pour mon fils. » Et Eric ne disait rien. Jamais. Il regardait sa mère humilier sa femme et il se taisait. Parfois même, il riait. Et ce n'était que le début. Le premier épisode, qui a fait trembler le sol sous les pieds d'Abigail, c'est le jour de la fête des mères à l'église. Maman Célestine avait organisé un repas pour la famille élargie, 20 personnes. Abigail avait cuisiné pendant 2 jours. D'une dolée, du poulet DG, des beignets, du plantain frit, de la salade. Elle avait dépensé 150 000 francs de sa propre poche. Quand tout le monde était assis, maman Célestine a levé son verre pour porter un toast. « Je remercie Dieu pour mon fils, qui prend soin de toute cette famille. Eric, tu es un homme exemplaire. » Personne n'a mentionné Abigail. Personne n'a remercié celle qui avait payé, cuisiné, servi. Elle était invisible. Un fantôme avec une cicatrice. Le deuxième épisode est arrivé 3 mois plus tard. Abigail avait postulé pour une formation spécialisée en chirurgie reconstructrice à Abidjan. C'était une opportunité exceptionnelle. 6 mois de formation avec des chirurgiens internationaux. Sa candidature avait été retenue. Elle rayonnait. Eric a posé sa bière. Il l'a regardée froidement. « 6 mois à Abidjan ? Et qui va s'occuper de la maison, de ta fille, de moi ? Tu penses qu'à toi comme d'habitude. » « Mais Eric, c'est pour nous aussi. Je vais revenir avec de nouvelles compétences. Je pourrai... » « Abigail » a coupé Eric d'une voix glaciale. Il a pointé son propre visage, du front à la mâchoire. Le geste exact de la cicatrice d'Abigail. Le silence est tombé dans la pièce comme un rideau de plomb. Abigail n'a pas pleuré, pas devant lui. Elle est allée dans la salle de bain, elle a fermé la porte à clé, et elle a pleuré en silence, la main sur la bouche, pendant que l'eau du robinet coulait pour couvrir le bruit de ses sanglots. Elle a refusé la formation à Abidjan. Le 3e épisode a été le pire. Amara avait 2 ans. Abigail était enceinte de leur 2e enfant. 5 mois de grossesse. Un soir, en rentrant du travail, elle a trouvé maman Célestine dans le salon, assise avec une jeune femme qu'Abigail n'avait jamais vue. Belle, mince, la peau parfaite, pas une seule marque. « Ah, Abigail, tu es là !» a dit maman Célestine comme si elle parlait à la femme de ménage. « Voici Nadège, c'est une amie de la famille, elle va rester dîner. » Nadège a souri, un sourire trop large, trop confiant. Abigail a préparé le dîner pour 4 personnes. Elle a servi tout le monde. Maman Célestine et Nadège riaient ensemble, se touchaient le bras, échangeaient des regards complices. Eric souriait comme un enfant devant un gâteau d'anniversaire. Cette nuit-là,
Abigail a trouvé un message sur le téléphone d'Eric. Il l'avait laissé sur la table de nuit pendant qu'il prenait sa douche. L'écran s'est allumé. Un message de Nadège. « Mon cœur, ta mère a raison. Quitte cette femme. Tu mérites une femme belle, pas un accident. Je t'attends. » Abigail a reposé le téléphone. Ses mains ne tremblaient même pas. Quelque chose à l'intérieur d'elle s'était éteint, comme quand on souffle une bougie. Il n'y avait plus de flamme, plus de colère, plus de tristesse, juste du vide. Mais la vérité allait bientôt éclater. Le lendemain matin, Abigail s'est levée à 5 heures, comme d'habitude. Elle a préparé le petit déjeuner, elle a habillé Amara, elle a embrassé sa fille sur le front, et elle est partie au travail. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Abigail ne marchait pas de la même façon. Son dos était un peu plus droit, son regard un peu plus aiguisé, comme si une porte s'était ouverte dans sa tête. Une porte qu'elle avait gardée fermée pendant 7 ans. Elle ne pleurait plus. Elle planifiait. La première chose qu'Abigail a faite, c'est d'appeler sa collègue, Dr Yvette Bihidi, une radiologue qui avait divorcé 3 ans plus tôt. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis Yvette a dit « L'avocat s'appelait maître Oumarou Sanda. Un homme sec, la cinquantaine, des lunettes rectangulaires, une réputation de fer au barreau de Yaoundé. » À leur premier rendez-vous, Abigail est arrivée avec un cahier bleu dans lequel elle avait noté chaque franc dépensé depuis 7 ans. Maître Sanda a feuilleté le cahier, page après page. Les yeux de l'avocat se sont agrandis. « Vous avez tout documenté ? » « Tout. Chaque virement, chaque reçu, chaque facture. J'ai même les captures d'écran des conversations WhatsApp où il me demande de l'argent. » Maître Sanda a posé le cahier sur son bureau. Il a retiré ses lunettes. « Madame Fotso, votre mari n'a rien à son nom. La voiture est à votre nom. L'assurance maladie familiale, c'est votre employeur. Même l'abonnement Canal+, c'est votre compte. » « Je sais, » a dit Abigail calmement. « Vous savez ce que ça signifie ? Ça signifie que quand je partirai, il n'aura rien. » Maître Sanda a hoché la tête lentement. « Je vais préparer le dossier, mais il me faut du temps. 2 mois minimum. Pouvez-vous tenir 2 mois ? » Abigail a souri. Ce sourire tranquille des femmes qui ont déjà traversé le feu. « J'ai tenu 7 ans, maître. 2 mois, c'est une promenade. » Pendant les semaines qui ont suivi, Abigail a mené une double vie d'une précision chirurgicale. C'était ironique. Dans sa profession, elle réparait des visages. Dans sa vie privée, elle portait un masque parfait. En surface, rien n'avait changé. Elle cuisinait, elle nettoyait, elle payait les factures. Elle souriait quand maman Célestine la critiquait. Elle ne posait plus de questions quand Eric rentrait tard, sentant un parfum qui n'était pas le sien. Elle était la même Abigail, docile et silencieuse. Eric n'a rien remarqué. Pourquoi l'aurait-il fait ? Il ne la regardait jamais vraiment. Pour lui, Abigail était un meuble. Un meuble qui cuisine, qui nettoie, qui paie. Un meuble n'a pas de plan. Un meuble n'a pas de voix intérieure. Mais en dessous, tout bougeait. Semaine 1. Elle a ouvert un nouveau compte bancaire à la BICEC, à son nom seul. Elle a commencé à y transférer une partie de son salaire. Pas trop, juste assez pour ne pas éveiller les soupçons. Semaine 2. Elle a contacté le programme de formation à Abidjan. Le poste était encore disponible. Elle a confirmé son inscription pour dans 3 mois. Semaine 3. Elle a trouvé un appartement meublé à Bonanjo, dans le centre de Douala. 2 chambres, proche de l'hôpital Lacintini, où elle avait des contacts. Elle a versé 3 mois de loyer d'avance.
Semaine 4. Elle a fait des photocopies de tous les documents importants. Titre foncier de la voiture, contrat d'assurance, relevé bancaire des 7 dernières années, fiche de paie. Elle a tout rangé dans une grande enveloppe marron. L'enveloppe marron. Elle l'a gardée dans le tiroir fermé à clé de son bureau à l'hôpital. Chaque soir, en passant devant ce tiroir, elle posait la main dessus, comme une promesse. Semaine 5. Elle a parlé à sa mère. Grace a pris le premier bus de Douala à Yaoundé. Quand Abigail lui a tout raconté, les insultes, la cicatrice moquée, Nadège, les millions dépensés, Grace a pleuré. « Maman, ne pleure pas, c'est fini, je pars. » Grace a essuyé ses larmes. Elle a pris les mains de sa fille. « Tu aurais dû partir il y a longtemps, mais tu pars maintenant, c'est ce qui compte. » Semaine 6. Abigail a accouché de son deuxième enfant, un garçon. Elle l'a appelé Samuel. Éric n'était pas à la maternité, il était avec Nadège. Abigail le savait. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas pleuré. Elle a tenu Samuel contre sa poitrine et elle a murmuré « Toi et ta sœur, vous ne verrez jamais votre mère réduite à rien. Je vous le promets. » Semaine 8. Tout était prêt. Le jour qu'Abigail avait choisi était un dimanche après la messe. Maman Célestine était là, comme chaque dimanche. Éric était assis dans son fauteuil, le téléphone à la main. Abigail a posé Amara chez la voisine. Elle a installé Samuel dans son couffin. Elle est revenue dans le salon avec une enveloppe marron. Elle l'a posée sur la table basse, devant Éric, devant maman Célestine. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Éric sans lever les yeux de son écran. « C'est 7 ans de ma vie, » a dit Abigail. Sa voix était calme, douce presque, comme celle d'un médecin qui annonce un diagnostic. Éric a levé les yeux. Quelque chose dans le ton d'Abigail l'a alerté. « 47, » a dit Abigail. Éric a ouvert l'enveloppe. Des papiers en sont tombés. Des relevés bancaires surlignés en jaune. Des factures. Des captures d'écran imprimées. Le message de Nadège. Les photos de Nadège et Éric au restaurant. Le contrat de la voiture au nom d'Abigail. Maman Célestine s'est penchée pour voir. « 48, » a-t-elle commencé. « 49, » a dit Abigail. C'était la première fois en 7 ans qu'Abigail disait 50 à sa belle-mère. Maman Célestine en est restée bouche bée. Abigail s'est tournée vers Éric. « En 7 ans, j'ai dépensé 38 millions de francs CFA pour entretenir cette maison, cette voiture, cette famille. Tu n'as pas contribué un seul franc. Pas un seul. » Éric a ouvert la bouche. « Attends, Abigail, Je n'ai pas fini, » a coupé Abigail. « Tu m'as trompée avec Nadège. Ta mère était au courant. Elle l'a même invitée à ma table, dans ma maison, pour que je la serve. » Maman Célestine a commencé à se lever. « Abigail, Je n'ai pas fini. Asseyez-vous. » Maman Célestine s'est assise. Elle a marqué une pause. Abigail a sorti un dernier document de l'enveloppe. « Ceci est l'acte de divorce. Mon avocat a déjà déposé la requête au tribunal. La voiture sera récupérée demain. Elle est à mon nom. L'assurance maladie sera transférée cette semaine. Le bail de cet appartement est à mon nom. Tu as 30 jours pour trouver un autre logement. » Le visage d'Éric est devenu gris. Littéralement gris, comme le ciment mouillé. Ses mains, qui tenaient encore les papiers, tremblaient. Des feuilles sont tombées par terre. Il ne les a pas ramassées. Maman Célestine, elle, avait la bouche ouverte. Les relevés bancaires surlignés,
tous ces chiffres en jaune, tous ces virements d'Abigail vers le compte joint, tous ces retraits d'Éric, racontaient une histoire que personne dans la famille ne voulait entendre. L'histoire d'un homme qui n'avait jamais rien payé. « Tu ne peux pas faire ça !» a crié maman Célestine, la voix montant dans les aigus. « C'est mon fils, tu lui dois le respect, tu lui dois… » « Je ne lui dois rien, » a dit Abigail en la regardant droit dans les yeux. « C'est lui qui me doit. Et il n'a même pas de quoi rembourser. » Éric s'est levé. Ses jambes tremblaient, a dit Abigail en ramassant le couffin de Samuel. Elle a pris son sac. Le sac qu'elle avait préparé la veille et caché dans le coffre de la voisine. 2 valises étaient déjà dans le taxi. Ses diplômes, les dossiers médicaux des enfants, leur carnet de vaccination, le doudou d'Amara, le biberon de Samuel. Tout était prévu, tout était calculé. Elle a récupéré Amara chez la voisine. La petite fille a dit « Abigail a souri ». Elle a mis ses 2 enfants dans le taxi Bolt qu'elle avait commandé 1 heure plus tôt. Et elle est partie. Pas de cris, pas de larmes, pas de vaisselle cassée. Juste une femme qui marchait vers la lumière. Mais ce que Éric et maman Célestine ignoraient, c'est que la vie leur préparait quelque chose d'inattendu. Les premiers jours sans Abigail, Éric n'a pas paniqué. Il était sûr qu'elle reviendrait. « C'est une crise, » disait-il à ses amis. « Elle va se calmer. Les femmes font toujours ça. » Mais Abigail n'est pas revenue. La première facture d'électricité est arrivée. 35 000 francs. Éric ne les avait pas. Il a appelé sa mère. Maman Célestine a payé en maugréant. La 2e facture est arrivée. L'eau. Puis le loyer. Puis le crédit de la voiture. Mais la voiture n'était plus là. Abigail l'avait fait récupérer, comme prévu. Éric a dû prendre des mototaxis pour aller à son cabinet vide. Les mototaxis de Douala, dans la chaleur, la poussière, la pluie. Lui qui avait l'habitude de la climatisation de la Toyota. Lui qui klaxonnait les piétons depuis la fenêtre du conducteur. Son cabinet, d'ailleurs, n'allait pas mieux. Les rares clients qu'il avait ne payaient pas. Sa secrétaire est partie parce qu'il devait 3 mois de salaire. Le propriétaire du local est venu en personne déposer un avis d'expulsion. Éric s'est mis à boire. Pas beaucoup au début. 1 bière au bar de Bépanda après le travail. Puis 2. Puis 3. Puis les bières de l'après-midi, assis dans un maquis poussiéreux, le téléphone posé sur la table, attendant des appels qui ne venaient jamais. Au bout d'1 mois, il a appelé Nadège. « Mon cœur, je suis libre maintenant. On peut être ensemble. » Nadège est venue s'installer chez lui. Les 2 premières semaines étaient un rêve. Nadège était belle. Nadège riait fort. Nadège portait des robes moulantes et des parfums chers. Mais Nadège ne cuisinait pas. Nadège ne nettoyait pas. Nadège ne payait rien. Demandait Nadège chaque semaine. Le mot a frappé Éric comme une gifle. Un homme entretenu. C'est exactement ce qu'il était. Au bout de 3 mois, Nadège est partie. Elle a trouvé un homme d'affaires libanais qui avait un appartement à Bonapriso et une Mercedes. Elle n'a même pas dit au revoir. Elle a juste envoyé un message WhatsApp _bas, 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 76, _bas, _bas. Éric a relu le message. Et pour la première fois, il a compris ce qu'Abigail avait ressenti en lisant le message de Nadège sur son propre téléphone. La roue avait tourné. Maman Célestine, elle, a commencé à sentir les conséquences. Sans l'argent d'Abigail, Éric ne pouvait plus payer la cotisation de l'association familiale. Il ne pouvait plus envoyer les enveloppes d'argent pour les funérailles, les mariages, les baptêmes. La famille élargie, qui traitait Éric comme un prince, a commencé à murmurer.
C'est la femme qui faisait tout, en fait. Éric est un bon à rien. Sa mère a chassé sa poule aux œufs d'or. Les murmures dans les groupes WhatsApp de la famille étaient impitoyables. Maman Célestine, autrefois reine de chaque réunion, était maintenant celle dont on se moquait en silence. Un dimanche, à l'église, une ancienne voisine a dit à maman Célestine, avec un sourire qui n'avait rien d'amical. Maman Célestine n'a pas répondu. Elle a serré son sac à main et elle est sortie de l'église avant la fin du culte. Et pendant que le monde d'Éric s'effondrait, celui d'Abigail commençait à fleurir. Elle est partie à Abidjan pour la formation. Sa mère, Grace, est venue s'installer à Douala pour garder Amara et Samuel. Pendant 6 mois, Abigail a étudié avec les meilleurs chirurgiens reconstructeurs du continent. Des Français, des Américains, des Brésiliens. Elle a appris des techniques de pointe, la microchirurgie vasculaire, les greffes de peau autologues, la reconstruction maxillofaciale assistée par ordinateur. Les journées commençaient à 6 heures et finissaient à 22 heures. Abigail était la première arrivée et la dernière partie. Elle prenait des notes dans un cahier rouge qu'elle relisait chaque soir avant de dormir. Elle appelait ses enfants sur WhatsApp à 20 heures. Amara montrait ses dessins à la caméra et Samuel tapait sur l'écran en riant. Les autres médecins en formation, des hommes pour la plupart, la regardaient avec curiosité au début. La femme à la cicatrice, la Camerounaise. Mais au bout de 2 semaines, la curiosité s'est transformée en respect. Abigail avait une capacité de concentration surhumaine. Ses mains ne tremblaient jamais. Même dans les simulations les plus complexes, elle restait calme. Comme si elle avait déjà traversé tout ce que la peur pouvait offrir. Un matin, pendant un exercice de microchirurgie sur un modèle en silicone, le docteur Konaté, le directeur du programme, s'est arrêté derrière elle pour observer son travail. Il est resté 5 minutes sans rien dire. Quand Abigail a terminé, il a simplement hoché la tête. C'était la première fois en 6 semaines qu'il disait ce mot à un participant. Ses professeurs étaient impressionnés, non seulement par son intelligence, mais par sa motivation. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une flamme qui ne s'éteignait jamais. Un soir, le professeur Pierre Duval, un chirurgien de renommée mondiale venu de Lyon, l'a prise à part. Abigail a touché sa cicatrice du bout des doigts. Ce soir-là, dans sa petite chambre de la résidence médicale de Cocody, Abigail a pleuré. Pas de tristesse, de libération. Elle a compris que sa cicatrice n'était pas une punition, c'était une carte de visite. La preuve vivante qu'elle comprenait la douleur de ses patients. De retour à Douala, tout s'est accéléré. L'hôpital La Quintini lui a offert un poste de chirurgienne plasticienne. Elle était la seule femme dans le service. La seule avec une cicatrice visible. Et pourtant, sa liste d'attente est devenue la plus longue de tout l'hôpital. Les patients venaient de partout. Du Cameroun, du Nigeria, du Tchad, du Gabon. Des enfants brûlés. Des femmes défigurées par des jets d'acide, des accidentés de la route, des bébés nés avec des fentes palatines. Et chaque patient, en voyant la cicatrice d'Abigail, sentait la même chose, de la confiance. « Vous comprenez », disait une mère en lui confiant son enfant. « Vous savez ce que c'est. » Abigail hochait la tête, et elle opérait. Des heures, des nuits entières, avec une précision qui faisait murmurer ses collègues d'admiration. Au bout d'1 an, un journaliste de CRTV est venu faire un reportage. Le titre, « La chirurgienne à la cicatrice »,
elle répare les visages que la vie a brisés. Le reportage est passé un dimanche soir. 3 millions de vues sur YouTube en une semaine. La vidéo a été partagée dans tous les groupes WhatsApp du Cameroun, en France, en Belgique, au Canada. Abigail est devenue une célébrité. Mais ce qu'elle voulait, ce n'était pas la célébrité, c'était l'impact. Avec l'aide d'une ONG suisse, elle a ouvert la fondation Visage Neuf, une clinique gratuite pour les enfants défigurés dont les familles ne pouvaient pas payer les opérations. Elle a loué un local à Bali, près du marché, et l'a transformé en centre médical avec 2 salles d'opération, une salle de réveil et un bureau d'accueil peint en jaune vif, la couleur préférée d'Amara. L'inauguration a eu lieu un samedi matin. Des médecins, des journalistes, des associations de parents étaient présents. Le pasteur de l'église de Bonamoussadi est venu bénir les locaux. Grace, assise au premier rang, pleurait de fierté. Abigail a coupé le ruban rouge avec des ciseaux chirurgicaux. Elle a dit « Ce centre est dédié à chaque enfant qui s'est regardé dans un miroir et qui a eu peur de son propre reflet. Vous n'êtes pas seul, je suis passée par là. Et regardez-moi aujourd'hui. » Le premier patient de la fondation était un garçon de 8 ans, brûlé dans l'explosion d'un bidon d'essence à Maroua. Le même type de blessure qu'Abigail, au même âge. Sa mère, une vendeuse de condiments au marché, avait voyagé 12 heures en bus pour venir à Douala. Elle n'avait pas d'argent, pas d'assurance, juste l'espoir. Abigail a pris le visage du garçon entre ses mains, exactement comme sa mère avait pris le sien 25 ans plus tôt. « Comment tu t'appelles ?»« Ibrahim. »« Ibrahim, je vais m'occuper de toi. Tu as ma parole. » Elle l'a opéré pendant 9 heures. 3 greffes de peau, reconstruction du sourcil gauche, lissage de la zone cicatricielle par dermabrasion laser. L'équipe chirurgicale, 2 assistants, un anesthésiste, une infirmière, travaillait en silence, guidée par les mains d'Abigail, qui bougeaient avec la précision d'une horlogère. Quand le garçon s'est réveillé et a touché son visage, il a souri pour la première fois en 2 ans. « Cote 91 » a-t-il murmuré. Abigail a souri, et elle a posé la main sur sa propre cicatrice. Cote 92. La vie d'Abigail était méconnaissable. 2 ans après son divorce, elle avait acheté une maison à Bonamoussadi. 4 chambres, un jardin, un garage. Amara allait dans une école bilingue réputée. Samuel commençait à marcher, à rire, à appeler sa mère « Maman docteur ». Grace vivait avec eux. Elle avait sa propre chambre, son propre salon. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner pour les enfants, pendant qu'Abigail se préparait pour l'hôpital. Le soir, elle s'asseyait sur la terrasse, elle buvait du thé à la citronnelle, et elle parlait de tout et de rien. Cote 94 demandait Grace. Abigail regardait le ciel de Douala, orange et violet au crépuscule. Les bruits des klaxons et des vendeurs ambulants en fond sonore. Cote 95. Quant à Eric, la descente a continué. Son cabinet a fermé. Il n'avait pas payé le loyer du local depuis 4 mois. Le propriétaire a changé les serrures un mardi matin. Eric est arrivé devant la porte fermée, avec ses dossiers sous le bras. Et il est resté là, debout, pendant 10 minutes, à regarder le cadenas neuf. Il est retourné vivre chez sa mère, dans la vieille maison familiale de Bépanda. La maison sentait l'humidité. Le toit fuyait pendant la saison des pluies,
Les murs avaient besoin de peinture depuis 5 ans. Maman Célestine, qui avait toujours régné sur son quartier avec fierté, rasait maintenant les murs. Éric a essayé de trouver du travail comme juriste dans des entreprises. Mais à 40 ans, sans réseau, sans recommandation, sans résultat, les portes se fermaient les unes après les autres. Il a envoyé 50 CV. Il a reçu 3 réponses, toutes négatives. Un ancien camarade de promotion lui a dit un jour autour d'un verre « Éric, le problème, c'est que tout le monde sait que c'est ta femme qui t'entretenait. Aucune entreprise ne veut embaucher quelqu'un dont la réputation est celle d'un homme entretenu. Ces doigts-là ici, les nouvelles circulent. » Éric n'a rien répondu. Il a fini sa bière en silence. Un jour, Éric a vu le reportage sur Abigail. Il était assis dans un bar de quartier, une bière chaude devant lui. L'écran de la télé a montré le visage d'Abigail, sa cicatrice, son sourire, ses mains gantées au bloc opératoire. La journaliste l'appelait « l'ange des visages brisés ». Éric a senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Non pas de la jalousie, quelque chose de pire, de la honte. Il a pris son téléphone, il a composé le numéro d'Abigail. Il ne l'avait pas appelée depuis 1 an. Allô ? Abigail ? C'est Éric. J'ai vu le reportage. Je suis fière de toi. Il y a eu un long silence. Merci Éric. Abigail, je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que j'ai été... Éric, a coupé Abigail doucement. Je ne te déteste pas. Je t'ai pardonné. Pas pour toi. Pour moi. Pour mes enfants. Mais toi et moi, c'est terminé. Ça ne changera jamais. Un autre silence. Les enfants peuvent venir te voir le week-end si tu veux, mais c'est tout ce que je peux t'offrir. Éric a raccroché. Il a posé sa tête sur la table du bar. Et pour la première fois en peut-être toute sa vie, il a pleuré. 3 ans plus tard, Abigail a reçu un prix international de chirurgie reconstructrice à Genève. Le prix humanitaire de la Fédération internationale de chirurgie plastique. Elle était la plus jeune lauréate, la première africaine, la première chirurgienne avec une cicatrice visible à monter sur cette scène. Grace était dans la salle. Elle avait pris l'avion pour la première fois de sa vie. Amara, 6 ans, était assise sur ses genoux, les yeux grands ouverts devant les lumières et les caméras. Samuel, à côté, jouait avec un programme froissé. Sur scène, dans sa blouse de cérémonie, sa cicatrice visible sous les projecteurs, Abigail a dit « La salle entière s'est levée, debout. 1000 personnes. Une ovation qui a duré 2 minutes. » Abigail a touché sa joue gauche. La cicatrice était toujours là. Elle serait toujours là. Mais elle ne la cachait plus. Alors, chers amis, que nous apprend cette histoire ? Premièrement, ne laissez jamais personne transformer votre blessure en arme contre vous. Ce que vous avez traversé n'est pas votre faiblesse, c'est votre diplôme de vie. Abigail aurait pu passer sa vie à cacher sa cicatrice. Elle a choisi d'en faire son étendard. Deuxièmement, le silence n'est pas toujours de la soumission. Parfois, le silence, c'est la préparation. Abigail n'a pas crié, elle n'a pas supplié, elle a planifié. Et quand elle a parlé, chaque mot comptait. Troisièmement, la vraie richesse, ce n'est pas l'argent que vous gagnez, c'est le respect que vous avez pour vous-même.
Eric avait une femme médecin, brillante, généreuse. Il a tout perdu parce qu'il ne savait pas reconnaître la valeur de ce qu'il avait. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Parce que chaque dimanche, on revient avec une nouvelle histoire. Une histoire de courage, de dignité, de justice. Et n'oublie jamais, ta cicatrice, quelle qu'elle soit, c'est ta couronne. À la prochaine!